Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente. J'ai été témoin de nombreuses situations sociales embarrassantes, mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé lors de la célébration de mon 15e anniversaire de mariage. Ma femme, Jennifer, s'est levée, son verre de champagne à la main, souriant à nos 80 invités, et a annoncé, au distributeur de billets que j'ai épousé et qui ne sera jamais ma véritable âme sœur. La salle de bal entière est devenue silencieuse. On pouvait entendre la respiration des gens. Puis sont venus les rires gênés de ses amis, tandis que tous les autres semblaient mortifiés. J'étais assis là, complètement figé. Mon cerveau court-circuitait comme un ordinateur qui venait d'attraper un virus. Une partie de moi voulait renverser la table et sortir en claquant la porte, mais à la place, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis devenu anormalement calme, comme si mon corps avait décidé que, puisque j'étais déjà en enfer, autant rester civilisé. Alors, j'ai lentement glissé la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti une petite clé en laiton avec une étiquette indiquant « Coffre 47D ». Je l'ai posée délicatement sur la nappe blanche, à côté des desserts intacts. Ce minuscule tintement métallique aurait pu être un coup de feu dans cette pièce silencieuse. Jennifer était toujours debout, l'air satisfaite d'elle-même, pensant probablement qu'elle venait de livrer le coup de grâce ultime. Ses copines gloussaient encore derrière leurs mains. Mais j'ai alors remarqué son père, William, se figer en plein applaudissement. Ses mains se sont simplement arrêtées en l'air, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche pause d'une télécommande. J'ai regardé les yeux de William se poser sur cette clé en laiton et sur la petite note qui y était attachée. Son visage s'est vidé de sa couleur plus vite que l'eau s'écoulant d'une baignoire. Il est passé du rouge au blanc fantomatique en environ 3 secondes. Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement avant qu'il ne finisse par croasser « Jennifer, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Ces quelques mots portaient le poids d'un homme qui venait de réaliser que sa fille avait commis une erreur catastrophique. Le sourire confiant de Jennifer a légèrement vacillé. Elle a jeté un regard à son père, puis à la clé, puis de nouveau à moi. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu une lueur dans ses yeux qui aurait pu être de l'inquiétude ou de la peur. La prise de conscience qu'elle avait fait une terrible erreur, mais il était trop tard. Beaucoup trop tard. La clé était sur la table et son père avait l'air sur le point d'avoir une urgence médicale dans sa bisque de homard. Je me suis levé calmement, j'ai ajusté ma veste et j'ai commencé à marcher. Pas à courir, pas à sortir en trombe, juste à marcher comme un homme qui avait mieux à faire ailleurs. Je suis passé devant les plateaux de desserts intacts, la fontaine de chocolat de mauvais goût que Jennifer avait insisté pour avoir, et la sculpture de glace de 2 cygnes qui commençait déjà à fondre. Je suis passé devant l'oncle Jerry qui essayait de glisser des bouteilles de vin dans sa veste, et honnêtement, tant mieux pour lui. Au moins, il me volait au lieu de m'humilier publiquement. À l'entrée, le jeune voiturier m'a adressé un sourire inconscient. « Votre voiture, monsieur ?» a-t-il demandé joyeusement. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. « Non, merci », ai-je dit avec un sourire amer. Je préfère marcher après avoir été publiquement détruit. Le sourire du gamin s'est figé et ses yeux se sont écarquillés. Ça, ce n'est pas dans le manuel de formation des voituriers. J'ai descendu la colline vers mon camion, un Ford F-150 bleu foncé que Jennifer avait toujours détesté. Elle voulait que j'achète quelque chose de tape à accent graveleuil, une BMW ou une Mercedes, quelque chose qui criait la richesse. Mais j'avais gardé le camion, en partie parce qu'il était pratique et en partie parce qu'il était à moi, à l'abri de toute critique. Quand je l'ai atteint, j'ai souri pour la première fois de la nuit. La plaque d'immatriculation se terminait par 47D, la même combinaison que la clé du coffre qui venait de faire pâlir le visage de William. Était-ce excessif? Absolument. Est-ce que ça m'importait? Pas le moins du monde. J'ai conduit jusqu'au motel 8 de Riverside, à 80 miles de là, un endroit bon marché facturant $49 la nuit, avec une moquette marron conçue pour cacher des décennies de taches douteuses. La chambre avait vue sur un étang à moitié gelé d'où sortaient des roseaux morts. Très romantique. Le chauffage cliquetait comme s'il était possédé, mais il produisait un peu de chaleur. Et c'était suffisant. Je n'avais apporté ni bagages, ni armes, ni rien de dramatique, juste une mallette en cuir noir qui semblait complètement déplacée dans ce taudis. À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers. Plan A, divorce. Plan B, expulsion. Et plan C, nucléaire. Je gardais ce dernier comme un bon vin. J'ai sorti mon téléphone et appelé Madame Patricia Hamilton,
l'avocate spécialisée en succession de 73 ans qui m'avait aidé à tout mettre en place. Elle a répondu après 2 sonneries. Je me demandais quand vous appelleriez, a-t-elle dit sans préambule. Je suppose que le toast a eu lieu. Elle m'a traité de distributeur de billets qui ne sera jamais sa véritable âme sœur devant 80 personnes, y compris son père, ai-je confirmé. Madame Hamilton a émis un son qui était mi-rire, mi-reniflement. Eh bien, c'est certainement un motif pour activer la clause. Avez-vous laissé la clé? Je l'ai laissée juste à côté du dessert. William avait l'air d'avoir un AVC. C'était magnifique. J'imagine bien, a-t-elle dit, son sourire s'entendant au téléphone. Alors, on le fait? Activez le 47D, ai-je dit calmement. Lancez le compte à rebours. Elle n'a pas demandé pourquoi. C'est ce que j'aimais chez les avocats comme Madame Hamilton. Ils n'ont pas besoin d'histoires émotionnelles, ils ont juste besoin de faits, de dates et de signatures. Je déposerai les documents lundi matin, a-t-elle dit. Exécution complète dans les 45 jours, en supposant qu'il n'y ait pas de complications. Vous savez qu'elle va se battre. Quel essai, ai-je dit. Vous avez 14 mois de préparation. J'ai tout documenté. Et elle a signé ce contrat de mariage en regardant des vidéos YouTube sur la décoration. Nous avons l'historique de navigation pour le prouver. Madame Hamilton a ri, d'un rire franc et sonore. Je pratique le droit depuis 47 ans, et ce sera le cas le plus satisfaisant sur lequel j'ai travaillé depuis des décennies. Laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, avant le toast, avant la clé, avant que le visage de William ne pâlisse et que le monde de Jennifer ne commence à s'effondrer. C'était un mardi après-midi. Jennifer et moi étions dans notre bureau à domicile, je m'occupais de la paperasse pendant qu'elle était assise sur le canapé, absorbée par son téléphone. Chérie, j'ai besoin que tu signes ça, ai-je dit, en désignant la pile de documents que Madame Hamilton avait préparés. Des papiers de planification successorale, des trucs d'adultes ennuyeux comme les testaments et les fiducies. Marmonna Jennifer, sans lever les yeux de son téléphone. Je pouvais voir le reflet de son écran. Pinterest, bien sûr. Elle regardait des photos de manteaux de cheminée décorés de fausses fleurs. Jennifer, c'est assez important. Nous devons les faire certifier par un notaire avant vendredi. Ouais, pose-les sur la table basse. Je les signerai, dit-elle en agitant vaguement la main dans ma direction sans quitter son téléphone des yeux. Tu penses qu'on devrait redécorer le manteau de la cheminée? Je pense à une ambiance rustique de ferme. Je l'ai fixé un long moment. J'essayais de m'occuper de documents juridiques sérieux et elle s'inquiétait pour des fausses fleurs. Bien sûr, chérie, ai-je dit, car argumenter était futile. Mais sérieusement, peux-tu s'il te plaît signer ça? D'accord, soupira-t-elle de manière dramatique, comme si je lui demandais de donner un organe au lieu de simplement signer des documents. Elle a finalement levé les yeux, a posé son téléphone avec une révérence habituellement réservée aux objets religieux, et s'est dirigée vers la table basse où j'avais tout disposé avec ces petites étiquettes jaunes, signées ici. C'est là que ça devient intéressant. J'avais travaillé avec Madame Hamilton sur ces documents pendant 3 mois. 3 mois de planification minutieuse et de formulation stratégique. La plupart étaient du langage standard de planification successorale, mais enfoué à la page 47 d'un document de 63 pages se trouvait quelque chose de spécial. La clause 19b. Dans un langage juridique officiel qui prenait 3 paragraphes pour dire ce qui aurait pu être dit en une seule phrase, la clause stipulait, dans le cas où l'une ou l'autre des parties se livrerait à des actes publics d'humiliation, de dégradation ou de manque de respect délibéré envers l'autre partie dans un cadre social avec des témoins au nombre de 10 personnes ou plus, le dit comportement constituera un motif de nullité immédiate des droits de succession, des revendications d'actifs et des avantages matrimoniaux. Traduction, si vous m'humiliez publiquement devant une foule, vous perdez tout. Votre héritage, votre droit au bien commun, vos avantages matrimoniaux. Tout, envolé. C'était magnifique. C'était diabolique. Et le meilleur dans tout ça? La clause ne nécessitait pas d'infidélité, de vol ou d'activité criminelle, juste un manque de respect. Un manque de respect public. Le genre de cruauté désinvolte que Jennifer me servait à petite dose depuis des années. Madame Hamilton s'était demandé si cela tiendrait devant un tribunal. C'est créatif, avait-elle dit, mais potentiellement contestable. Qu'est-ce qui constitue une humiliation? Qui décide si quelque chose dépasse les bornes?
C'est pourquoi nous avons besoin de critères mesurables, lui avais-je dit. Nombre de témoins, cadre public, intention claire de rabaisser. Et nous documentons tout. Chaque commentaire désobligeant qu'elle fait devant les gens. Construire un schéma pour que, lorsque le grand coup arrivera, et il arrivera, nous ayons la preuve que ce n'était pas un comportement ponctuel. Et voilà Jennifer, lisant en diagonale 63 pages de documentation juridique comme si elle essayait d'établir un record du monde. Sauf qu'elle ne lisait pas vraiment. Elle survolait. À peine ça. Ses yeux se voilaient devant tout le jargon juridique. C'est tellement ennuyeux, s'est-elle plainte à mi-parcours. Pourquoi les avocats utilisent-ils autant de mots? C'est pour nous protéger, ai-je dit doucement, la regardant signer page après page sans lire un seul mot. S'assurer que tout est légal et contraignant. Elle en était à la page 46. Plus qu'une page avant la clause 19b. Mon rythme cardiaque s'est légèrement accéléré, mais j'ai gardé un visage neutre. Allait-elle vraiment la lire? Quelque chose allait-il attirer son attention? Page 47. Elle l'a tournée, a trouvé l'étiquette jaune et a signé sans hésitation. Pas de lecture, pas de question. Sa signature, Jennifer Monsieur Davis, s'étalait en boucle sur la ligne à l'encre bleue, la liant légalement à des termes dont elle ignorait même l'existence. Voilà, dit-elle en laissant tomber le stylo sur la table. C'est fait. Heureux maintenant? Je peux retourner à mes manteaux de cheminée. Très heureux, ai-je dit en rassemblant soigneusement les documents. Merci, chérie. Jennifer était déjà de retour sur le canapé, téléphone à la main, faisant défiler d'autres photos de décoration de ferme. On devrait vraiment prendre ces fleurs, dit-elle distraitement. Bien sûr, chérie, ai-je dit en glissant les documents dans ma mallette. Tout ce qui te fait plaisir. Et c'était tout. C'est ce moment qui a scellé son destin. 2 ans avant de se lever à notre fête d'anniversaire pour me traiter de distributeur de billets, elle avait signé l'abandon de son avenir tout en faisant du shopping pour de la décoration intérieure. Elle s'était piégée elle-même en regardant des vidéos sur la façon d'arranger des fausses fleurs. J'ai apporté ces documents à Madame Hamilton le lendemain. Elle les a notariés, classés et enfermés dans son coffre-fort. Espérons que vous n'aurez jamais à utiliser cela, avait-elle dit. Espérons, avais-je convenu. Mais je savais que ce serait le cas. Je connaissais Jennifer. Je connaissais sa cruauté désinvolte, son besoin d'attention, son manque total de conscience de l'effet de ses mots sur les gens. La question n'était pas de savoir si elle franchirait la ligne, mais quand. Pendant ce temps, de retour à la fête, William était en train de subir ce que les médecins appelleraient probablement un événement cardiovasculaire majeur. Ses mains tremblaient. Son col de chemise lui semblait trop serré, et cette clé en laiton le fixait comme si elle contenait les secrets de sa ruine financière imminente. William n'était pas stupide. On ne bâtit pas un empire immobilier commercial en étant un idiot. Il reconnaissait les coups de force, et il savait absolument qu'une clé en laiton apparaissant au moment exact où sa fille humiliait publiquement son mari n'était pas une coïncidence. C'était un message. William m'avait toujours sous-estimé. Depuis le moment où Jennifer m'avait ramené à la maison il y a 15 ans, il m'avait jaugé et m'avait trouvé adéquate. Pas impressionnant, pas remarquable, juste adéquate. Un type bien avec un travail correct qui traiterait probablement sa fille correctement. Je n'étais pas tapa accent Graveleuil, je ne venais pas d'une vieille famille riche, je ne jouais pas au golf au country club. J'étais juste un type ordinaire. Ce que William ne savait pas, c'est que l'adéquation peut être un déguisement très efficace. Pendant que tout le monde était occupé à sous-estimer le type silencieux dans son coin, le type silencieux était attentif, prenait des notes, planifiait. La fête continuait, en quelque sorte. Les invités se regroupaient en petits groupes, chuchotant, essayant de décider s'ils devaient partir ou rester. Jennifer était toujours là, debout, l'air confus que son grand moment n'ait pas eu l'effet escompté. Ses amis lui disaient probablement qu'elle était courageuse et magnifique, mais William ne prêtait attention à rien de tout ça. Son monde entier s'était rétréci à cette clé. Ses doigts tremblaient alors qu'il tendait la main pour la prendre. Il l'a ramassée, a senti son poids et a lu la note que j'avais soigneusement préparée. Coffre 47D, succursale du centre-ville de la First National Bank. Vous voudrez peut-être vérifier ça avant lundi. Avant lundi. C'était le coup de grâce. William était un homme d'affaires, et les hommes d'affaires comprennent les délais.
Avant lundi signifiait environ 36 heures pour réparer la catastrophe qui était sur le point de se produire. William se leva si vite que sa chaise bascula en arrière et s'écrasa sur le sol en marbre. « Je dois y aller, dit-il, la voix tendue et étranglée. Je dois y aller tout de suite. Richard, nous sommes à la fête d'anniversaire de notre fille, protesta sa femme Eleanor. Tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi faire, dit William, fourrant la clé dans sa poche et se dirigeant en droite ligne vers la sortie. Pas d'adieu, pas d'explication, juste un homme de 62 ans courant presque à travers une salle de bal pleine d'invités perplexes. William a atteint sa Mercedes et a conduit jusqu'à la First National Bank, enfreignant environ 47 lois de la circulation en 18 minutes. C'était un samedi soir, donc la banque était fermée, mais William était un détenteur de compte platine. Il a appelé Thomas Garrett, le directeur de la banque, et a exigé un accès immédiat au coffre 47D. « Monsieur Davis, c'est samedi soir », protesta Thomas. « Il n'y a personne au service des coffres. »« Je me fiche que vous deviez l'ouvrir avec un chalumeau », l'interrompit William. « J'ai besoin d'un accès immédiat. Ce n'est pas une demande. » 40 minutes plus tard, Thomas est arrivé, l'air froissé et agacé. Ils ont traversé la banque vide, leurs pas résonnant dans le hall en marbre. Thomas le conduisit jusqu'à la salle des coffres et utilisa sa clé maîtresse ainsi que la clé en laiton que William lui a fournie. La petite porte s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvaient 2 documents, juste 2. Pas d'argent, pas de bijoux, rien de ce que les gens gardent habituellement dans des coffres forts, juste 2 morceaux de papier qui représentaient le démantèlement complet de tout ce que William pensait comprendre de son gendre. Le premier document était un accord de rachat notarié. Ma participation de 49% dans Davis Commercial Real Estate avait été vendue, non pas à un concurrent, mais à une fondation caritative, la fondation Anderson plus précisément. Le prix de vente était indiqué comme étant de $1. $1 pour une participation valant environ 8 millions de dollars. La vision de William s'est brouillée. Il a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. 8 millions de dollars donnés pour $1. Avec des mains qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, William a déplié le second document. C'était un testament. Mon testament. Il stipulait très clairement qu'en cas de mon décès ou de ma séparation légale d'avec Jennifer, tous les actifs, propriétés et avoirs restants seraient transférés non pas à ma femme, non pas à sa famille, mais à Kyle Anderson, 24 ans, vétéran, unique bénéficiaire de la fondation Anderson. William l'a lu 2 fois, puis 3 fois. Qui diable était Kyle Anderson? Pourquoi un gamin de 24 ans choisit au hasard héritait-il de tout? Et depuis combien de temps est-ce que je planifiais ça? Son visage était d'un blanc cendré. Ses paumes transpiraient à travers le papier coûteux, et quelque part, probablement dans ce motel avec l'étang à moitié gelé, je dormais paisiblement, sachant que William venait de découvrir à quel point il avait sous-estimé son gendre adéquat. Kyle Anderson. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais presque sûr qu'il pourrait me briser en 2 comme un bretzel. Le gars était bâti comme une statue grecque avec une coupe de cheveux militaire, 24 ans, avec une posture si parfaite que ma posture d'expert comptable voûté ressemblait à un point d'interrogation en pleine crise existentielle. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence d'un hôtel bon marché appelé le Restwell. Mur beige, moquette beige, tout était beige, avec une longue table et des chaises qui grinçaient. Je suis arrivé le premier, voulant être celui qui attend. Quand Kyle est entré à 14 heures précises, pas une minute avant ou après, il portait son uniforme de cérémonie. Veste bleu marine avec médaille et ruban, pli de son pantalon assez net pour couper du papier, chaussures si bien cirées que je pouvais y voir mon reflet. « Monsieur Davis, dit-il, sa voix claire et directe. »« C'est moi, dis-je en lui tendant la main. Bien que vous puissiez m'appeler comme vous voulez. Vous êtes sur le point d'hériter des économies de toute ma vie, alors les titres formels me semblent ridicules. » Il m'a serré la main avec une poignée ferme et respectueuse. « Kyle Anderson, monsieur. Je dois admettre que je ne comprends pas très bien pourquoi je suis ici. »« Bienvenue au club, dis-je en lui faisant signe de s'asseoir. »« Vous voulez un café ? » ?»« Non merci, monsieur. »« Arrêtez de m'appeler monsieur. Vous me donnez l'impression d'être un vieillard. » Cela a provoqué l'esquisse d'un sourire. Je me suis assis et je l'ai regardé un long moment, essayant de trouver par où commencer. « Votre père m'a sauvé la vie en 2005, dis-je finalement. Le saviez-vous ? L'expression de Kyle a légèrement changé.
Non, monsieur. Non, je ne le savais pas. Mon père est mort en 2006. J'avais 10 ans. Je ne sais pas grand-chose de ce qu'il a fait avant. C'était un homme bien, dis-je, et je le pensais sincèrement. Nous avons travaillé ensemble sur un chantier de construction à Denver. J'étais jeune, stupide, je pensais tout savoir sur le travail électrique. Votre père était le contremaître. Il était patient, ne m'humiliait pas, il corrigeait simplement mes erreurs en silence. J'ai pris une gorgée de café. Il y a eu un accident, un câblage défectueux. J'étais sur le point de connecter une boîte de jonction qui m'aurait envoyé assez d'électricité pour me tuer. Votre père l'a vu, m'a plaqué au sol pour m'écarter. Nous avons tous les deux heurté le sol durement. Mais nous étions en vie. Il m'a sauvé la vie. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'il était mort, crise cardiaque. 41 ans. La mâchoire de Kyle s'est crispée. Il avait 41 ans, il est tombé raide mort dans la cuisine en préparant le petit déjeuner. C'est ma mère qui l'a trouvé. Je lui devais tout, dis-je. J'ai essayé de retrouver votre famille après, d'aider, mais vous aviez déménagé et j'ai perdu votre trace. Puis, il y a environ 2 ans, j'ai engagé un détective privé. Ça lui a pris 6 mois, mais il vous a trouvé. Corps des marines, 2 missions au Moyen-Orient, libération honorable. Travaillant actuellement comme consultant en sécurité. Je n'ai fait que mon travail, dit Kyle, mal à l'aise avec les éloges. Votre travail impliquait de vous faire tirer dessus, ai-je dit. Alors ne minimisons pas les choses. Le fait est que je vous ai trouvé et j'ai réalisé que j'avais enfin une chance de rembourser la dette que j'avais envers votre père. Pas à lui directement, mais à vous, son fils. Je n'ai pas besoin de charité, dit Kyle, de l'acier dans la voix. Bien, ai-je dit. Parce que ce n'est pas de la charité. C'est une transaction commerciale. Je ne vous donne pas d'argent par pitié. Je vous le donne parce que, contrairement à Jennifer, vous ne le dépenserez pas en coussins décoratifs et en fontaines de champagne. Cela lui a arraché un vrai sourire. 8 millions de dollars, ai-je dit. Plus ou moins, en attendant les derniers documents. Votre père m'a sauvé la vie. Cette vie a rapporté 8 millions de dollars. Il me semble juste que son fils les reçoive au lieu de ma femme ingrate. Il y eut un long silence. Kyle était assis là, en train de digérer l'information, son visage passant par le choc, la confusion, l'incrédulité, peut-être la colère. Pourquoi moi, a-t-il finalement demandé. Pourquoi ne pas faire don à des associations d'anciens combattants? Pourquoi ne pas simplement le brûler? Je me suis penché en avant. Parce que, Kyle, contrairement à Jennifer, vous ne le dépenserez pas en fleurs décoratives et en seaux en métal rustique. Contrairement à ses amis, vous ne l'utiliserez pas pour financer leur tournée de réunion de peste. Contrairement à sa famille. Vous l'apprécierez vraiment. Et contrairement à toutes les personnes à cette fête d'anniversaire qui riaient pendant que mon mariage implosait, vous avez une véritable intégrité. Il a ri, un son nerveux et incertain qui l'a surpris autant que moi. Ah, c'est insensé. Ouais, ai-je convenu. Ça l'est vraiment. Mais passer 15 ans marié à quelqu'un qui vous considère comme un distributeur de billets pratique l'est aussi. Payer pour sa propre fête d'anniversaire où l'on se fait humilier aussi. L'insanité semble être le thème du moment. Qu'est-ce que je dois faire, a demandé Kyle. Rien, ai-je dit. Juste être un meilleur gardien de cet argent que Jennifer ne l'aurait été, ce qui est une barre incroyablement basse. Utilisez-le pour quelque chose de bien. Lancez une entreprise, aidez d'autres vétérans, achetez une maison, ce que vous voulez, c'est à vous. C'est fou, a répété Kyle, mais je pouvais voir l'acceptation commencer à poindre. Bienvenue dans mon monde, ai-je dit en levant ma tasse de café. Population, nous, apparemment. Nous nous sommes à nouveau serré la main, et cette fois, c'était différent. Une vraie connexion. Kyle Anderson, 24 ans, ex-marine, était déjà une meilleure personne que ce que 15 ans de mariage avaient produit. De retour en ville, environ 72 heures après le toast, Jennifer vivait une révélation. Sauf qu'au lieu de Jésus, c'était Greg Morrison, avocat, et au lieu du salut, il lui offrait une place au premier rang pour voir sa vie partir en vrille. Le bureau de Greg était au centre-ville, tout en baies vitrées et mobilier minimaliste. Jennifer a débarqué sans rendez-vous, sans appeler,
a juste dépassé son assistante et a ouvert la porte de son bureau avec une telle force qu'elle a rebondi contre le mur. Elle était dans un état lamentable. Pas de rouge à lèvres, ce qui était choquant car Jennifer n'allait jamais nulle part sans rouge à lèvres, pas de perles, qu'elle portait normalement même pour faire les courses. Ses cheveux étaient en une queue de cheval désordonnée avec des mèches qui tombaient. Elle portait un pantalon de yoga à Jennifer, qui m'avait dit un jour que les pantalons de yoga en public étaient un signe de déclin de la société et un sweatshirt trop grand. Elle avait l'air d'avoir pleuré, les yeux hagards et désespérés. « Arrêtez-le » a-t-elle exigé en claquant les mains sur le bureau de Greg. « Vous devez l'arrêter. C'est insensé. C'est illégal. Il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. » Greg n'a pas bronché. Il pratiquait le droit de la famille depuis 23 ans. Il avait vu toutes les variantes de l'effondrement conjugal. Il a posé son stylo, a joint ses mains et a regardé Jennifer avec l'expression d'un homme payé $400 de l'heure pour annoncer de mauvaises nouvelles. « Bonjour, Jennifer, dit-il calmement. Veuillez vous asseoir. »« Je ne veux pas m'asseoir, » a crié Jennifer, avant de s'asseoir immédiatement. Greg, il prend tout, absolument tout. La maison, l'entreprise, les comptes. Il ne peut pas faire ça. Dites-moi qu'il ne peut pas faire ça. Greg a sorti un dossier de son bureau. Le dossier, celui sur lequel je travaillais avec Madame Hamilton depuis 2 ans. Il l'a fait glisser sur le bureau vers elle. Votre mari peut faire ça, dit Greg, d'un ton neutre. En fait, il l'a déjà fait. Tout ce que vous voyez se dérouler est complètement légal et contraignant. Vous avez signé les accords, Jennifer, plusieurs fois, avec des témoins et une notarisation. Je pensais que c'était des formulaires de rénovation, a balbutié Jennifer. Greg a haussé un sourcil, l'équivalent juridique d'un hurlement, vous vous moquez de moi. Il a ouvert le dossier et a commencé à tourner les pages. Jennifer, dit-il lentement, ces documents font 63 pages. Ils contiennent une terminologie juridique. Ils ont mon en-tête sur chaque page. Ils ont été livrés par un notaire qui vous a regardé les signer. À quel moment avez-vous pensé que vous acceptiez de rénover une salle de bain? Le visage de Jennifer est devenu rouge. J'étais occupé. Je planifiais la fête d'anniversaire. J'avais 1 million de choses en tête. Je n'avais pas le temps de lire chaque mot. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les documents juridiques, l'interrompit Greg, la frustration perçant dans son ton. Quand vous signez un document juridique, vous certifiez que vous l'avez lu, compris et que vous en acceptez les termes. Que vous soyez occupé à planifier une fête ou à regarder la peinture sécher est sans importance. Vous avez signé. C'est ce qui compte. Mais je ne savais pas ce que je signais, a insisté Jennifer. Il m'a piégé. Il me les a délibérément donnés quand j'étais distraite. Ça doit bien compter pour quelque chose. Greg s'est adossé à son fauteuil coûteux. Laissez-moi vous poser une question, Jennifer. Quand votre mari vous a demandé de signer ces documents, a-t-il tenu un outil contre votre tête? Quoi? Non, bien sûr que non. Vous a-t-il menacé, contrainte, forcé de quelque manière que ce soit? Non, mais... Vous a-t-il empêché de lire les documents, a-t-il couvert des parties, vous a-t-il pressé? Jennifer a ouvert la bouche et l'a refermée. Il me les a donnés quand je regardais Pinterest, dit-elle faiblement. Donc, ce que vous me dites, dit Greg, l'épuisement dans la voix, c'est que votre mari vous a demandé de signer des documents importants, que vous avez choisi de regarder Pinterest au lieu de les lire, et que maintenant vous êtes contrarié par les conséquences de vos propres choix. Vous êtes censé être de mon côté, a pratiquement crié Jennifer. Je ne suis du côté de personne, dit fermement Greg. Je suis avocat. Je traite des faits et du droit. Pas des sentiments. Et le fait est que vous avez signé un contrat de mariage avec la clause 19b qui stipule explicitement que les actes publics d'humiliation constituent un motif de perte immédiate des droits de succession et des revendications d'actifs. Vous avez ensuite procédé à l'humiliation publique de votre mari devant 80 personnes. Vous avez déclenché la clause. Les dominos sont tombés. C'est la fin de l'histoire. Le visage de Jennifer s'est décomposé. De vraies larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Une faille, un vice de forme, n'importe quoi. Greg a soupiré, l'air presque sympathique. Jennifer, j'ai examiné ces documents avec 3 autres avocats.
Ils sont blindés. Quiconque les a rédigés savait exactement ce qu'ils faisaient. Chaque contestation potentielle a été anticipée. Chaque faille comblée. C'est l'un des travaux juridiques les plus méticuleux que j'ai vus dans ma carrière. Alors, c'est tout, dit Jennifer, la voix brisée. 15 ans de mariage et je repars sans rien. Vous ne repartez pas sans rien, a corrigé Greg. Selon l'accord de séparation, vous conservez vos biens personnels, votre véhicule et une indemnité de 50 000 $. C'est en fait assez généreux, considérant que vous avez violé les termes de votre contrat de mariage. 50 000, a répété Jennifer, comme si Greg lui avait dit qu'elle recevait 50 centimes. Ce n'est rien. C'est une blague. La maison seule vaut. La maison que votre mari a achetée avant votre mariage et dont il a conservé le titre de propriété uniquement à son nom, l'interrompit Greg. Cette maison sur laquelle vous n'avez aucun droit. Vous n'en avez jamais eu. Elle n'a jamais été un bien matrimonial. La bouche de Jennifer s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Et l'entreprise, a-t-elle tenté désespérément. Je suis la fille de William. Il ne va pas laisser un étranger prendre le contrôle. Votre mari a vendu sa participation de 49% à une fondation caritative, a dit Greg en sortant un autre document. La vente a été exécutée il y a 2 mois et enregistrée auprès de l'État la semaine dernière. C'est fait. Votre père peut choisir de racheter la part de la fondation s'il le souhaite, mais c'est entre lui et eux. Vous n'avez aucun droit dans cette négociation. C'est à cause du toast, a dit Jennifer soudainement. Tout ça, c'est à cause d'un stupide toast à une fête. Il ruine ma vie pour une blague. Greg s'est penché en avant, une pointe d'agacement dans la voix. Jennifer, laissez-moi être très clair. Votre mari n'a pas ruiné votre vie. C'est vous qui l'avez fait. Il a passé 2 ans à documenter soigneusement chaque cas de manque de respect public, chaque commentaire désobligeant lors de dîner, chaque roulement d'yeux devant des amis. Chaque blague à ses dépens. Il a des témoins, il a des dates, il a un schéma de comportement qui établit que ce n'était pas un incident isolé. Il a poussé une pile de papier vers elle. Ceci n'est qu'une fraction de la documentation. 17 incidents distincts sur 2 ans où des témoins vous ont entendu vous moquer publiquement de votre mari, le traitant d'ennuyeux lors de fêtes, disant à votre club de lecture qu'il était adéquat à tous égards, avec l'accent sur adéquat. Faisant des blagues sur ses vêtements, son travail, ses passe-temps. Tout est documenté, tout a des témoins, tout prouve que vous avez créé un environnement conjugal hostile. Jennifer a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Les gens font tout le temps des blagues sur leur conjoint, a-t-elle murmuré. C'est normal. Il y a une différence entre la taquinerie affectueuse et la dégradation systématique, a dit Greg. Les avocats de votre mari argumenteront avec succès que vous avez franchi cette ligne à plusieurs reprises, puis que vous l'avez pulvérisé depuis l'orbite avec ce toast. Vous leur avez donné tout ce dont ils avaient besoin. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a demandé Jennifer, d'une voix faible et défaite. Greg a fermé le dossier avec un geste final. Vous signez l'accord de séparation. Vous prenez vos 50 000 $. Et vous passez à autre chose. Il la regarda sérieusement. Vous tirez les leçons de tout ça. Vous apprenez que les actions ont des conséquences. Vous apprenez que le type silencieux que vous prenez pour une mauviette est peut-être en train de prendre des notes. Et vous apprenez à lire ce que vous signez. Jennifer a quitté le bureau de Greg comme si elle avait été heurtée par un camion. Une semaine plus tard, William est venu à mon chalet. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 7 jours. Son visage était plus ridé, ses yeux injectés de sang, et il portait un jean et une chemise en flanelle au lieu de sa tenue de ville habituelle. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Je lui ai servi un verre de whisky, du bon, et nous nous sommes assis près du feu à regarder les flammes danser tandis que le silence s'étirait entre nous. Elle me blâme maintenant, a finalement dit William, la voix rauque. Jennifer et Eleanor, elles disent que c'est de ma faute, que j'aurais dû le voir venir, que j'aurais dû mieux te contrôler. J'ai reniflé. Contrôler, William? Je n'étais pas un chien en laisse. J'étais celui qui payait pour la laisse. Grosse différence. Il a gloussé malgré lui, d'un rire sec et amer. Ouais, je commence à m'en rendre compte. Il a bu une longue gorgée, fixant le feu. Elle a vraiment dit ça, ce toast? J'ai hoché la tête. Mot pour mot.
Elle m'a traité de distributeur de billets qui ne sera jamais sa véritable âme sœur devant 80 personnes, y compris toi. Le visage de William s'est légèrement crispé. Tu avais vraiment l'air pâle quand tu as lu cette note, ai-je confirmé. Comme si quelqu'un avait ouvert une vanne de vidange dans ton âme. Nous avons bu en silence après ça. William est parti 1 heure plus tard, accablé par la culpabilité. Je suis resté près du feu, une paix s'installant sur moi comme une couverture chaude, regardant les braises rougeoyer et me sentant plus léger que je ne l'avais été en 15 ans. Des semaines plus tard, Jennifer a reçu l'avis final. Chaque actif, chaque titre de propriété, chaque compte avait été légalement transféré. Elle s'est effondrée sur une chaise, pâle comme du lait écrémé, tandis que sa mère hurlait en arrière-plan. Jennifer m'a appelé 17 fois ce jour-là. Chaque appel est allé directement sur ma messagerie vocale. Ces SMS ont commencé à arriver par vagues. Il faut qu'on parle. C'est ridicule. C'était juste une blague. S'il te plaît, appelle-moi. Tu n'es pas raisonnable. Chacun plus désespéré que le précédent. Ma réponse ? Le silence. Un silence complet, magnifique, assourdissant. Parce que parfois, la meilleure réponse est de savoir quand se taire. Je me suis garé avec mon camion devant la maison une dernière fois, regardant à travers la vitre embuée les lumières s'allumer à l'intérieur. Je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux. Probablement Jennifer et sa mère en pleine crise. Pas de méchanceté, pas de cris, pas de musique dramatique, juste une conclusion tranquille. Elle voulait un toast ? Voici le mien. Au distributeur qui signe les chèques, mais plus jamais pour vous. Santé.